Jeudi 1er décembre 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité de ce jour, la production d'électricité pour les réseaux d'Antananarive a augmenté de 28 MW. La centrale hydroélectrique de Farahansan est actuellement opérationnelle, produisant de l'électricité pour aider la Jirama à un tarif moins cher que l'utilisation de l'huile lourde. Le président de la République, Hadj Radzouil, l'a inauguré aujourd'hui dans la matinée et il a déclaré durant cette inauguration que le projet visant à produire plus de 500 MW progresse. Les détails avec Jutika El Hadjianirin et Andrew Hadzajaipé. Leur puissance est la première chose qui vient à l'esprit si l'on regarde ces groupes. Le barrage et toute l'infrastructure au sein de cette centrale électrique de Farahansan, commune d'Amouimas. En effet, elle est puissante car ces 4 turbines d'une capacité de 7 MW chacune produiront 136 GWh d'électricité en un an, soit une capacité combinée de 28 MW. 159 poteaux électriques conduiront d'électricité sur 40 km pour l'amener à Antananarive au profit de 150 000 foyers, soit 20% des clients actuels de la Jirama. Augmenter la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables comme celle-ci est l'un des plus grands défis du président de la République. L'électricité, qui est la première énergie qui fait tourner l'économie et assure la vie quotidienne de la population, a été priorisée selon le Vélran numéro 2. Et le gouvernement cherche jour et nuit des solutions pour améliorer son approvisionnement. Ce ne sont pas juste des paroles, le travail a déjà commencé. Ces défis ont déjà été établis auparavant et le gouvernement est en train de les réaliser. En matière de coopération, le secteur privé fait toujours confiance au gouvernement et cela donne des résultats positifs. En effet, Tosi Green a exprimé sa volonté de travailler avec le gouvernement pour produire jusqu'à 200 MW d'énergie dans toute l'île. Cette centrale hydroélectrique de Farahansan permettra de répondre aux besoins d'électricité de la capitale. Cela réduira les coupures d'électricité, mais surtout les dépenses du gouvernement malgache seront aussi réduites jusqu'à 70 milliards d'ariars chaque année. Ensuite, Madagascar participera aux 3 rencontres internationales qui se tiendront en décembre. C'est ce qui a été décidé lors du Conseil des ministres d'hier. La réunion se concentrera sur le renforcement de la coopération avec les pays étrangers selon les informations, toujours avec Jean-Claude Adjiamalal. Le Conseil des ministres a approuvé la participation de Madagascar au sommet entre les États-Unis et les dirigeants africains qui se tiendra à Washington du 13 au 15 décembre 2022. La coopération bilatérale entre les deux pays sera discutée et la délégation sera conduite par le président de la République, Hadj Radzouil. Madagascar participera également au sommet entre les pays de l'océan Indien qui se tiendra à Nusa, Bali, Indonésie, les 5 et 6 décembre 2022. Le contenu principal de la réunion est l'aspect de la sécurité maritime et la gestion des ressources marines. Autre réunion importante qui verra la participation de Madagascar est le sommet des présidents et chefs de gouvernement des pays membres de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et des Pacifiques dont la 10e édition se déroulera à Rwanda, Angola, le 6 au 10 décembre. Ce sommet sera axé sur le renforcement de la coopération économique entre les pays membres de l'OEACP. Le Conseil des ministres a également adopté le projet de loi approuvant l'entrée de Madagascar parmi les pays signataires de l'accord de Georgetown. Pour rappel, le 6 juin 1975, les pays membres ont adopté le premier accord de Georgetown pour instituer le groupe ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, et le 11 décembre 1975, Madagascar l'a signé. Cependant, lors du 9e sommet des chefs d'État et de gouvernement, les 9 et 10 décembre 2019, l'accord a été renouvelé et l'OEACP a été institué afin de renforcer la coopération économique pour faire face également aux nombreux défis de l'économie mondiale. Madagascar ayant signé cet accord amendé, il doit procéder à sa ratification par voie législative.
Et puis l'obligation ou l'incitation à se prostituer, que ce soit directement ou par Internet, est formellement interdit par la loi, ont indiqué les forces de l'ordre. En effet, le proxénétisme est classé comme un crime et ceux qui profitent de l'utilisation de ces mineurs ou ces jeunes femmes pour la prostitution peuvent être poursuivis par la loi. C'est aussi l'un des points importants soulignés lors du Conseil des ministres hier. Jean-Claude Adjiamalal. La loi interdit formellement le proxénétisme, que ce soit directement ou par Internet, selon les forces de l'ordre. De ce fait, ces derniers ne toléreront pas ces actes et poursuivront les auteurs de ces actes. Aussi, le gouvernement renforce le respect de la vie privée des individus et ne s'immisce pas dans la vie privée de chacun et ce qu'il fait lorsqu'ils sont majeurs et lorsqu'ils sont dans le respect des lois en vigueur. À part cela, en raison de l'augmentation des nouveaux cas de Covid-19, chaque citoyen doit respecter à nouveau les gestes barrières, notamment dans les lieux publics. Cela a été également un sujet évoqué lors du Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Continuons dans un autre contexte. Selon la réunion du conseil municipal hier, les personnes qui ont des logements entre 500 000 arrières à 3 millions d'arrières bénéficieront d'un allègement fiscal de 60%. Les conseillers ont également souligné qu'il n'y aura pas de taxes pour les écoles et les églises. Plus de détails avec Say Sylvain et Sech Adjianabou. Afin de soutenir ceux qui ont des difficultés financières, le conseil municipal d'Antananarivo a apporté des réformes concernant la taxe foncière. Il y a eu aussi une réforme sur l'allègement fiscal qui a diminué jusqu'à 60% pour ceux qui possèdent des logements entre 500 000 arrières à 3 millions d'arrières. Selon le président du conseil municipal, Adjian Paranjalter, le recensement a commencé en juillet 2021 et c'est à ce moment que la réforme a commencé car la taxe des années 90 y était encore appliquée à Antananarivo. Les réclamations fiscales sont reçues auprès des arrondissements. La municipalité fournit également des informations supplémentaires sur les allègements fiscaux. Page économique, 70% des touristes qui visitent Madagascar viennent d'Europe. Selon le directeur général du tourisme, c'est un avantage pour Madagascar de rejoindre le ZLECAf car on peut aussi s'ouvrir aux régions africaines. Cependant, le manque de liaison aérienne entre le pays africain et Madagascar reste l'un des défis à relever, poursuit l'explication. Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Chanel. Le retour des touristes dans notre pays repose sur 3 piliers, a déclaré le directeur général du tourisme, Titoen Andjiamanouir, lors de sa présentation au dialogue national sur la zone de libre-échange du continent africain, hier à Larbi. Le premier élément de mise en œuvre de cette stratégie, c'est le développement des investissements dans le secteur du tourisme. Deuxième élément, à déployer dans le cadre de cette stratégie, c'est la promotion de la destination, faire connaître Madagascar auprès des marchés émetteurs de touristes, de façon à pouvoir les attirer et faire venir donc à Madagascar. Et troisième élément fondamental donc, de cette stratégie et du déploiement de cette stratégie, c'est le renforcement des capacités et la formation des ressources humaines qui vont travailler dans le secteur du tourisme parce que, bien entendu, c'est un secteur qui s'adresse aux hommes, à des touristes, à des hommes et à des femmes qui vont voyager. Et donc, il est absolument important pour le secteur d'avoir et de disposer de ressources humaines adéquates. Actuellement, 70% des touristes qui visitent Madagascar viennent d'Europe. Et si nous voulons atteindre plus de touristes, nous devons nous étendre à d'autres pays. L'accès à la ZLECAf, ou la zone de libre-échange du continent africain, est donc un avantage, poursuit l'explication. Cependant, il reste des défis majeurs à relever pour atteindre cet objectif, notamment la mise en place d'autres lignes qui relient Madagascar à l'Afrique, car aujourd'hui, il n'y a que 2, Addis Abeba, Madagascar et Nairobi, Madagascar. Heureusement, en Afrique, les Africains visitent d'autres continents, donc parce que ce n'est pas encore dans le comportement à aujourd'hui des Africains de massivement découvrir d'autres destinations africaines. Donc il y a là un travail aussi à faire pour que la destination Afrique intéresse les Africains. À titre de rappel, le ministère vise à atteindre 387 000 touristes venant à Madagascar en 2023 et 3 fois plus en 2028.
Madagascar fait partie des 8 pays les plus vulnérables face aux catastrophes naturelles telles que la sécheresse et les cyclones. Savoir gérer les financements est donc une priorité pour se préparer et faire face aux impacts de ces intempéries sur le pays, tant sur le plan social qu'économique, a déclaré aujourd'hui le secrétaire exécutif de la CPGU chargé de la prévention et de la gestion des urgences auprès de la primature. Andena Martina et Nza Hadjiantsu. Madagascar fait partie des pays qui ont souscrit un contrat d'assurance face à la sécheresse et les cyclones qui sont fréquents, et le pays en a déjà bénéficié, a indiqué aujourd'hui le secrétaire exécutif de la cellule de prévention et de gestion des urgences ou CPGU auprès de la primature, général Mam Razakanev. L'objectif est de réduire les impacts économiques et sociaux occasionnés par des catastrophes naturelles selon les explications. Le gouvernement malgache entamera une collaboration spéciale avec l'UNICEF concernant la gestion de ces investissements. La réunion des organisations nationales qui luttent contre les catastrophes à Nkourdjane aujourd'hui vise ainsi à trouver des solutions à long terme pour lutter contre les impacts du changement climatique par rapport au financement que Madagascar obtient. Cette réunion a également permis de planifier les travaux à réaliser en 2023 selon toujours les explications. Et la société d'État Fanalaming lutte actuellement contre les incendies de forêt. Dans cette perspective, elle travaille en étroite collaboration avec le représentant étatique au niveau local et les résidents de la zone forestière. Ruth Christelle Rakout-Malal et Yves Chanel. La période estivale favorise les incendies de forêt et la société Fanalaming doit y faire face. Ainsi, elle a été contrainte d'augmenter le nombre de ses salariés, ce qui a eu pour conséquence de diminuer le nombre des incendies de forêt durant le mois de novembre, explique Ranjanarsou Manzakariv, directeur de production au sein de Fanalaming. Fanalaming collabore également avec le gouvernement dans le cadre de restauration de la couverture forestière de Madagascar et la préservation de l'environnement à travers diverses plantes telles que les paulownias, les pins et les eucalyptus. Toujours selon les explications, Fanalaming participe activement aux activités de protection de l'environnement à travers diverses sensibilisations. Et puis, la journée internationale des régions pour la région d'Iouroumbé a débuté aujourd'hui. L'ouverture officielle a eu lieu à Ranouir et l'événement durera 3 jours. Le gouverneur de la région d'Iouroumbé et le Premier ministre ont appelé les entrepreneurs à aller de l'avant dans l'entrepreneuriat afin d'apporter le développement dans cette région. Le Premier ministre a également mis l'accent sur le renforcement de la mise en œuvre de la décentralisation. La journée internationale des régions est l'un des moyens d'y parvenir, a-t-il déclaré. Plus de détails avec Sech Ranjianassi. La région Iouroumbé comprend 31 communes réparties dans 3 districts. Cette région riche en termes de tourisme, avec notamment le parc de Lissalou, l'exploitation minière d'Ilak, qui est l'un des sites miniers de Saphir. La région est également riche culturellement et possède une grande superficie de terre. La majorité des habitants vivent de l'agriculture et de l'élevage. L'eau et le soleil leur permettent d'exploiter les énergies renouvelables. Ces ressources et richesses ont été présentées aux partenaires étrangers, aux entrepreneurs et aux responsables gouvernementaux lors de l'ouverture officielle de la Journée internationale des régions d'Iouroumbé qui a débuté aujourd'hui à Ranouir. Le représentant du PNUD qui était sur place a exprimé sa volonté de soutenir la Journée internationale. Distingués invités, mesdames et messieurs, je reste rassuré qu'ensemble, vu la richesse de notre expérience et de nos expertises, nous pourrons aider la région dans un cadre fédérateur de partenariat, débouchant sur des engagements qui permettront d'utiliser les potentialités comme levier pour un développement harmonieux de la région. Accompagner ce processus dans une vision post-GIR qui vise à maximiser les retombées de ces présentes assises par la mise en place des ressources pour l'appui au suivi des recommandations en vue de leur opérationnalisation dès la fin des GIR. Cet événement est le reflet de l'importance de la décentralisation, a déclaré le Premier ministre. Selon lui, les responsables des collectivités à la base doivent avoir la volonté d'œuvrer pour le bien commun, pour le développement de la commune et de la région. Aujourd'hui ici témoigne de l'implication de mon gouvernement dans la mise en œuvre de cette politique nationale de décentralisation émergente.
Nous avons saisi l'opportunité de voir les GIR comme un outil, comme un instrument, pour impulser davantage, justement, cette route vers la décentralisation. La décentralisation, comme je le dis toujours, n'est plus une option à Madagascar. Si nous avons voulu rattraper le retard de développement de Madagascar, il faut qu'on arrive à transférer des pouvoirs de décision au niveau décentralisé. Il faut qu'on arrive à transférer aussi des ressources au niveau décentralisé. Mais il faut aussi qu'on arrive à transférer, à doter les régions des moyens. Yourmbe, pôle de développement de la partie sud de Madagascar. Tel est le thème de la 5e édition de la GIR. Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, prend en charge la mise en œuvre de cet événement. Une réunion entre les représentants du gouvernement, les partenaires et les entrepreneurs a eu lieu ce jour. Place maintenant aux actualités internationales. Joe Biden, qui s'est promis de relancer et d'approfondir les alliances traditionnelles des États-Unis, déploie jeudi 1er décembre tous les faces de la Maison-Blanche pour recevoir Emmanuel Macron, le président français, et tâcher de déminer des tensions sur ses projets de relance industrielle jugés agressifs par Paris. Plus de détails avec France 24. Un emploi du temps chargé pour Emmanuel Macron. Au lendemain de son arrivée aux États-Unis, le président français visite le siège de la NASA en compagnie de Kamala Harris, l'occasion de faire le point sur la coopération spatiale. Les États-Unis et la France sont partenaires dans l'exploration de l'espace depuis plus de 60 ans. Au cours de cette période, nous avons fait de grands progrès et à bien des égards, nous commençons un nouveau voyage ensemble. Après plusieurs réunions sur le nucléaire civil ou la coopération pour la lutte contre le changement climatique, le président célèbre l'amitié franco-américaine. À l'ambassade de France, il remet la Légion d'honneur à un vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale. Le chef de l'État salue une alliance plus forte que tout entre Paris et Washington, mais hausse le ton au moment d'évoquer l'Inflation Reduction Act. Ce vaste programme de 430 milliards de dollars doit permettre aux entreprises américaines d'encaisser le choc provoqué par la guerre en Ukraine. Une mesure super agressive, selon les mots du président. Tous les choix faits, dont je partage les objectifs, sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Parce qu'ils créent de telles différences entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe, que pour toutes celles et ceux qui travaillent dans nombre d'entreprises, ils vont juste se dire on ne fait plus d'investissement de l'autre côté de l'océan. Une mise en garde qui donne le ton de la suite de la visite présidentielle. Ce jeudi, Emmanuel Macron doit s'entretenir avec Joe Biden avant une conférence de presse conjointe. En Afrique du Sud, réunion d'urgence, conférence de presse annulée, session au Parlement repoussée au lendemain de l'annonce que le président sud-africain, pris dans un scandale, pourrait risquer une procédure de destitution. Un branle-bas de combat s'est mis en place jeudi au sommet de l'État, toujours avec France 24. Présidente de l'Assemblée sud-africaine, reçoit des documents très sensibles. Un rapport rédigé par une commission d'experts chargée de déterminer si le président Cyril Ramaphosa a violé la loi. L'étude se penche sur un scandale qui l'embarrasse depuis juin. Cyril Ramaphosa est accusé d'avoir dissimulé un vol à la police. En 2020, des cambrioleurs se sont introduits dans sa luxueuse ferme et y ont dérobé 4 millions de dollars. Des liasses de billets cachés dans des meubles et dans des coussins. Selon le chef de l'État, cet argent aurait été reçu suite à la vente d'animaux. L'incident aurait été signalé à son unité de protection personnelle. Des explications loin de convaincre ses opposants. Les criminels ne signalent pas les crimes lorsqu'ils se font voler le produit de leurs crimes. Le rapport doit être examiné mardi par le Parlement, qui décidera ensuite s'il ouvre une procédure de destitution. Il y a une semaine, en visite au Royaume-Uni, le président minimisait le risque. Craignez-vous que cette affaire mène à votre destitution? Non. Je pense que j'ai fait valoir mon point de vue. La procédure aurait peu de chances d'aboutir. Elle requiert un vote à la majorité des 2/3 à l'Assemblée, où le parti présidentiel, le Congrès national africain, détient une confortable majorité. C'est surtout l'avenir politique de Cyril Ramaphosa qui est en jeu, alors que son parti se réunit dans 2 semaines pour désigner son leader.
L'actuel président avait été élu après la démission de Jacob Zuma, empêtré dans des affaires de corruption, un fléau qu'il avait promis d'éradiquer. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Au revoir.